on a cherché à trouver des choses qui effectivement pouvaient être parlantes. Bon, c'est d'abord les planètes du système solaire. Mars, on en a entendu parler, la recherche de l'eau, donc c'était déjà un objet, on s'est dit il faut parler de Mars. Après, il y a eu Titan, il y a eu toute cette aventure de la sonde qui est arrivée sur Titan, ce satellite très lointain et tout, donc c'était un deuxième. Puis après, on s'est posé d'autres questions. Les jeunes, de quoi ils parlent? Les exoplanètes, ils en ont entendu parler, donc effectivement, c'était une approche. Après, comment se sont formées les étoiles? Comment se sont formées les galaxies? C'est un petit peu sur ce genre de questions très générales, très globales, mais bon, c'est quand même une exposition en partenariat. C'est le CEA, c'est le CNES, c'est l'ESA, l'Agence européenne spatiale. Et donc, il fallait trouver une démarche pour que chacun s'y retrouve. C'est un domaine qui est compliqué parce que c'est à la fois l'infiniment petit et l'infiniment grand. C'est le Big Bang, personne ne comprend ce que c'est l'apparition de la vie. Tous ces phénomènes, je dirais, qui interpellent l'homme au plus profond de lui-même. Et ce qui est bien ici, c'est que c'est concret. Et puis c'est animé. On rencontre les chercheurs, des personnes comme le public qui vont communiquer leurs connaissances, leurs passions, qui vont faire des démonstrations, qui vont faire des manips. Puis on va avoir de la vraie physique, pas uniquement des images de synthèse. Et regardez comme c'est extraordinaire de voir ce robot martien en train de rouler. Donc ici, véritablement, le public peut comprendre la recherche, notamment dans un domaine comme celui-là. Ce qui est difficile, c'est de préparer une mission spatiale, qui est un objet complexe, qui doit fonctionner sans intervention de l'homme par définition, puisque nous sommes sur Terre et la mission est en vol. Et donc il faut prévoir tout un cas de figure de ce qu'on appelle des modes dégradés, par exemple. Il faut pouvoir fonctionner pas tout à fait comme c'était prévu au départ. Et là, ça complexifie les choses. Il faut imaginer que le système va vieillir, que des éléments ne vont pas fonctionner exactement comme on le souhaite. Et néanmoins, il faut pouvoir continuer à survivre. Donc il y a une espèce de fiabilité qui se teste comme ça. Ça nécessite énormément d'essais et de tests. Le spatial, sans le test, c'est de l'échec assuré. Il faut fabriquer l'objet, c'est une chose, mais le tester, c'est très très long. C'est absolument indispensable. Il y a un exemple célèbre qui s'appelle Beagle sur Mars Express, qui était très en retard dans son calendrier, qui a eu des problèmes de financement. Ils ont fabriqué un bel objet qu'ils n'ont pas eu le temps de tester et il n'a pas fonctionné. Voilà, c'est l'exemple type de ce qu'il ne faut pas faire. Et évidemment, c'est ce qu'on cherche à éviter. Et jusqu'à maintenant, l'Europe et le CNES ont un taux de réussite tout à fait extraordinaire. Toutes les missions ont bien marché. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau européen, avec des moyens relativement plus restreints que ceux qui sont mis en œuvre par exemple aux États-Unis, on obtient des résultats qui sont au moins équivalents, si ce n'est supérieurs. Si je prends les exemples des deux satellites que l'on a mis en orbite récemment, Herschel et Planck, ce sont des satellites qui n'ont pas d'équivalent au monde et donc qui sont en avance considérable sur ce qui a été fait aux États-Unis par exemple. Même si ces deux satellites sont faits avec une certaine coopération avec les États-Unis, l'Agence spatiale européenne, les agences nationales dans les pays européens ont contribué à la mise au point de ces observatoires qui sont aujourd'hui à la pointe de la science de l'univers. Chacun d'entre nous porte son regard sur le ciel. Il a la capacité d'observer effectivement à l'œil nu ou avec des lunettes le spectacle exceptionnel que représentent effectivement les astres, leurs mouvements. Et donc il est déjà préparé à essayer d'aller plus loin. Et ce que la science lui offre, c'est justement de porter son regard plus loin et de donner sens à ce qu'il peut observer. Donc je crois que l'astrophysique, l'astronomie est incontestablement un champ disciplinaire, un champ scientifique où c'est peut-être le plus facile d'inviter les gens à vous suivre pour qu'on puisse leur proposer les explications qui sont celles que l'on peut obtenir à partir des observations que l'on fait. Je suis convaincu que cette discipline est une porte d'entrée pour se passionner pour la science, la compréhension du monde qui nous entoure. En astronomie, depuis longtemps, on a un certain nombre de personnes qui ont fait ça, à commencer pour notre maître Hubert Reeves. Et donc, on aime bien communiquer notre science
et on le fait de façon, je pense, assez bien. On arrive à se mettre à la portée du public. Mais ce n'est pas facile pour un chercheur de communiquer au grand public. Ça demande un effort d'abstraction, de communication. Oui. La recherche n'est pas la science. La science, c'est le savoir. La recherche, c'est ce que l'on ne connaît pas. L'exploration de l'inconnu. Et actuellement, les recherches qui se font nécessitent du travail en équipe, nécessitent des compétences variées, nécessitent de mettre des disciplines ensemble. Et donc ça fait que les chercheurs sortent complètement de leur laboratoire et donc discutent les uns avec les autres et aussi sont beaucoup plus attentifs aux demandes de la société. C'est pour ça que vous les voyez beaucoup plus dans les médias. Je pense que l'un des messages que nous devons faire passer, c'est que les problèmes d'environnement et les problèmes d'écologie et les problèmes de finitude de la planète seront résolus partiellement, pas totalement, mais seront résolus par plus de science et plus de technologie. Alors que nous sommes dans une situation où on a tendance à mettre en cause la science dans la crise écologique que nous vivons. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, oui, je pense que moi, je fais partie de cette catégorie de gens qui croient encore au progrès, aux lumières et au caractère positif de ce que la science peut apporter au monde. Une des vertus de l'exposition que vous avez là autour de nous, c'est qu'effectivement, de porter au grand public l'idée que la science est la science du doute, la science du questionnement. La science n'est pas la science d'une certitude. Et le jour où vous avez un scientifique qui va vous dire l'univers a 13, et quelques milliards d'années, vous devez lui dire non, ça n'est pas vrai, demain il en sera autrement. Et donc c'est ça, c'est le questionnement permanent. On fait le mieux possible avec les moyens que l'on a, mais on doit toujours se remettre en question. Et j'espère que maintenant l'esprit des scientifiques va évoluer et que du coup la société nous recevra peut-être beaucoup plus comme vraiment vecteur de la connaissance humaine du plus grand nombre et non pas vecteur d'une connaissance appliquée pour une technologie par exemple.